Je trouve que souvent, quand on parle d'organisation apprenante, on se focalise un peu trop, à mon avis, enfin, c'est important, mais sur la sphère individuelle. C'est-à-dire que souvent, on dit comment on met en place des ressources ou des modalités pour permettre aux individus, aux collaborateurs, aux collaboratrices d'apprendre. Et évidemment, c'est très important et c'est un élément clé à ce niveau-là. On ne traite pas souvent, en revanche, la sphère collective au sens équipe. Or, c'est moi ce que j'appelle souvent le maillon fort des organisations apprenantes. Et puis, il y a le niveau que vous citez aussi d'organisation. En tant que personne, j'apprends dans mon équipe. En tant qu'équipe, j'apprends d'autres équipes. Et donc, il y a ce lien entre individu, collectif et organisation. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la EdTech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Hello, j'ai une super nouvelle à vous partager. Nous, la société éditrice de ce podcast, organise l'Odyssée de l'organisation apprenante. Oui, une odyssée de une journée pour aller à la rencontre des meilleures pratiques, pour comprendre en profondeur la philosophie des organisations apprenantes, pour expérimenter des dynamiques d'intelligence collective et même être immergé dans le monde animal, véritable source d'inspiration pour nos organisations. L'Odyssée de l'organisation apprenante, c'est donc l'événement pour toutes celles et ceux qui souhaitent bâtir le futur des organisations. Cela se passe le 22 novembre 2022 à Paris. Les places sont limitées, donc foncez dans la description de l'épisode pour vous inscrire. Aujourd'hui, je reçois Thierry Bonotto, fondateur de Learning Future. Thierry a une grande expérience puisqu'il a passé plus de 20 ans sur des fonctions stratégiques dans le learning chez Danone. Thierry nous partage donc ses clés de lecture des organisations apprenantes avec les dimensions qui nourrissent ces dynamiques. Il distingue donc l'apprenance au niveau individuel, au niveau collectif et aussi au niveau de l'organisation. Il explique d'ailleurs quels sont les bloqueurs des organisations apprenantes et donne des pistes pour renforcer les dynamiques d'apprentissage au service de la performance des organisations. Cet épisode donnera, je l'espère, à chacun des points de repère pour faire progresser vos organisations. Bonne écoute. Bonjour Thierry. Bonjour Cyril. Thierry, bienvenue sur le podcast de l'entreprise apprenante. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Les auditeurs vont le comprendre, vous avez une très grande expérience dans la partie learning et développement. Et puis, vous êtes en plus à la tête de Learning Future depuis 2019, vous allez nous en parler, qui accompagne les organisations à devenir plus apprenantes. Donc, il fallait absolument que je vous ai sur ce podcast. Bienvenue donc. Et donc, je vais vous demander de vous présenter, de nous donner quelques éléments clés de votre parcours. Merci de m'inviter, avec plaisir. Donc j'ai démarré ma carrière professionnelle dans le conseil en organisation et en conduite de changement pendant une dizaine d'années. C'était une période importante pour moi parce que j'ai compris ou appris que les changements sont d'autant plus réussis que s'ils sont menés avec et par les hommes et les femmes. Donc pas seulement en termes d'accompagnement, mais vraiment à travers, avec et par les collaborateurs et les collaboratrices. Et lorsque j'ai rejoint le groupe Danone 10 ans après, je me suis retrouvé dans une organisation qui avait ce même motto avec et par, et dans un endroit où, comme vous le savez, les ressources humaines ont en charge l'organisation et la formation, et avec une connexion entre les deux très très forte. Et ça a été pour moi une belle opportunité pour finalement travailler le développement des compétences et la formation, non seulement pour développer les compétences des personnes, mais aussi et en combinaison pour accompagner les transformations de l'organisation. Et donc j'ai été chez Danone pendant une vingtaine d'années, dont une grande moitié en tant que directeur learning et développement, pour justement accompagner les transformations de Danone et développer les compétences des personnes. Et à cette occasion-là, avec l'équipe Danone Academy, on a travaillé pour transformer la culture formation, pour passer d'une culture très formation présentielle à une culture d'apprentissage au quotidien,
C'est une stratégie qu'on avait appelée One Learning a Day, un apprentissage par jour. Et finalement, ça voulait dire aider Danone à progresser comme organisation apprenante, même si j'ai pas utilisé ce terme-là en interne tellement. Et ça a été une belle aventure pendant une dizaine d'années. Ce qui m'a donné envie ensuite, en quittant Danone il y a maintenant 4 ans et en créant, comme vous l'avez dit, Learning Future, d'aider finalement d'autres organisations à progresser comme organisation apprenante à travers cette expérience et puis également les benchmarks et la littérature auxquels j'avais pu être exposé. Ok, donc merci pour cette présentation. Alors, on va rentrer dans les relations, dans les organisations apprenantes, mais je voudrais juste qu'on revienne sur votre expérience Danone, puisque sur les dernières années, les dernières années chez Danone, vous avez travaillé quand même, vous avez été à l'œuvre sur, en plus, le territoire mondial hein, de l'entreprise Danone. À l'époque, l'organisation apprenante, il y avait déjà de la littérature, mais on n'en parlait pas, c'était pas, on va dire, dans la sémantique du métier. Par contre, vous avez parlé de passer de la formation aux apprentissages, et là, pour le coup, il y a une vraie notion de précurseur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de revenir en arrière et de savoir qu'est-ce que vous avez mis en place à cette époque-là. Alors, la première chose que j'aimerais évoquer, c'est l'intention que l'on avait en faisant cela, puisque au-delà des pratiques qu'on peut mettre en place, c'est vraiment de savoir pourquoi on le fait. Et j'avais eu la chance en fait de travailler avec un certain nombre de directeurs généraux, directeurs de filiales et également quelques membres du COMEX sur la contribution du learning pour Danone. Et nous avions déjà à cette époque-là, ça remonte à 2013, on s'était dit que finalement les compétences sont obsolètes assez rapidement. Alors aujourd'hui on le sait, hein, si on a un chiffre que l'on a en tête, c'est il y a 30 ans, la durée de vie d'une compétence plutôt technique, c'était une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est entre 18 mois et 5 ans. Et donc, on avait fait cette prise de conscience qui nous avait amené finalement à se dire, si l'on veut que Danone se développe et s'adapte en permanence à l'évolution du monde et aux changements qui sont de plus en plus rapides, on ne peut plus seulement se reposer sur 1 ou 2 formations en tant que formation présentielle dans l'année, parce que ça ne suffit pas pour apprendre à la vitesse où on devrait apprendre. Et nous avons choisi ce motto qui était apprendre à la vitesse du changement et faire en sorte finalement que les collaborateurs et les collaboratrices puissent se développer rapidement et partager rapidement leurs compétences pour justement accompagner les évolutions du groupe et l'adaptation en permanence aux enjeux qui étaient ceux de Danone. Donc ça, c'était le pourquoi. Et en fait, parmi les ingrédients que l'on a mis en place, plusieurs choses. Alors, on a bien sûr assez rapidement travaillé sur la dimension digitale. Danone n'avait pas de learning management system à ce moment-là, donc on a travaillé sur la dimension digitale et notamment également la vidéo, puisque j'étais à l'époque avec l'équipe persuadé que la vidéo pouvait être un média important et intéressant et porteur pour le développement des compétences et notamment des vidéos d'experts internes, mais aussi de collaborateurs internes. Donc on avait travaillé sur des dispositifs vidéo avec nos amis de la communication pour développer une partie de nouveaux modes d'apprentissage, premier élément. Deuxième élément, on avait travaillé beaucoup sur le réseau social interne, donc utiliser aussi le réseau social interne pour partager les pratiques et networker. J'étais aussi convaincu, ça c'est pas nouveau, que la dimension sociale de l'apprentissage est très importante et Danone était très porté sur le partage des pratiques entre les différentes filiales, notamment les différentes équipes. Donc on a beaucoup utilisé le réseau social également. Puis troisièmement, on a aider les collaborateurs et les managers à passer d'un mindset formation à un mindset learning. Donc moi, j'avais déjà utilisé le terme learning en interne et pas formation, qui en français a une connotation un peu réductrice. Et vous connaissez sûrement le modèle 70-20-10 qui dit finalement que 10% de ce qu'on apprend, c'est en formation structurée, 20% c'est avec les pairs, 70% c'est en situation de travail. Et donc, on a fait un gros travail d'éducation et d'outillage des collaborateurs et des collaboratrices pour essayer de passer d'un modèle mental formation présentielle à un modèle mental learning.
Je termine par un quatrième point. L'un des facteurs clés de succès de cela a été de démarrer par l'ensemble des équipes RH et Learning, puisque notamment en France, on avait, alors ça remonte à 2013-2014, on avait en France aussi une loi qui, avec tous les systèmes de reporting, nous amenait à mettre la focale sur la formation présentielle, en fait, Bien sûr. à ce moment-là. Et donc là aussi, c'était important d'amener l'ensemble des équipes, finalement, RH et Learning, à élargir le champ de conscience et ensuite le champ de pratique sur tout le territoire en fait du 70-20. Je pense que c'était à cette condition que l'on pouvait ensuite, au niveau de l'ensemble des équipes learning dans le monde, impacter les collaborateurs et les managers pour les aider eux-mêmes après à avoir cette prise de conscience-là. Voilà quelques exemples de ce qu'on a fait. Donc effectivement, quand on y pense, c'est il y a presque 10 ans, et on voit que déjà, il y avait cette réflexion, en commençant par Pourquoi, Start with Why, de Simon Sinek, et cette réflexion et c'est vrai, et c'est assez joli à prendre au rythme du changement, quand on sait en plus que finalement depuis 2013-2014, les changements ont encore accéléré, hein, donc on sait que c'est un impératif qui est très très soutenu aujourd'hui pour les équipes learning. Et ça va nous amener d'ailleurs à parler maintenant de parler d'analyse des organisations apprenantes. On voit d'ailleurs que dans ce que vous avez dit dans votre présentation, que l'un de vos credos, c'est le lien entre le développement des organisations et le développement des personnes. Et ça m'intéresse vraiment qu'on aille un peu dans le détail. On sait que donc les organisations apprenantes, elles se définissent à plusieurs échelles. Et vous, je sais que vous en faites vraiment des relations entre la sphère individuelle, la sphère collective. Alors, Peter Senge en parle pas mal, mais j'aimerais avoir votre vision là-dessus. La sphère individuelle, la sphère collective et la sphère de l'organisation. Oui, effectivement, vous citiez Peter Senge, qui est un des premiers qui a écrit le système premier sur l'organisation apprenante, il y a une trentaine d'années maintenant, voire un petit peu plus, dans son livre sur la cinquième discipline. Et justement, la cinquième discipline, c'est l'approche systémique. Ça montre bien, en fait, les interconnexions, enfin, ça suggère en tout cas les interconnexions entre différents ingrédients. Pour revenir à votre question, je trouve que souvent, quand on parle d'organisation apprenante, on se focalise un peu trop, à mon avis, enfin, c'est important, mais sur la sphère individuelle. C'est-à-dire que souvent, on dit comment on met en place, en tout cas dans beaucoup d'entreprises que je vois, comment on met en place des ressources ou des modalités pour permettre aux individus, aux collaborateurs, aux collaboratrices d'apprendre. Et évidemment, c'est très important et c'est un élément clé à ce niveau-là. Donc la sphère individuelle, elle est évidemment importante et elle est évidemment traitée un peu à chaque fois. On ne traite pas souvent, en revanche, la sphère collective au sens équipe, équipe projet ou équipe naturelle surtout. Or, c'est moi ce que j'appelle souvent le maillon fort des organisations apprenantes. Et ça a été notamment montré par une recherche-action de Sol, donc la Société pour l'organisation apprenante, qui est donc une émergence des travaux de Peter Senge, en tout cas pour le chapitre français. C'est une recherche-action qui a eu lieu auprès de près de 70 entreprises en 2020, et qui a montré en fait que les équipes qui avaient développé des dynamiques apprenantes en tiraient des bénéfices importants, que ce soit au niveau de la résilience. Alors ça tombait bien, c'était pendant la Covid, donc on a bien vu la capacité des équipes à être résilientes, justement parce que lorsqu'on s'apprend et on se soutient et on s'entraide les uns les autres, ça permet de trouver des ressources supplémentaires à celles que l'on a à titre individuel. Donc la dimension collective aide vraiment l'individu. Et on a pu voir aussi que ça permettait à ces équipes d'être plus performantes dans la réalisation de leur vision. Parce que finalement, quand une équipe se définit, on va dire, une vision, une charte, des objectifs communs, ça donne le cadre au niveau de l'équipe pour se poser deux questions assez simples. En tout cas, pour les questions, les réponses sont pas forcément simples. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'apprendre pour réaliser notre vision et comment on va l'apprendre? Donc cette dimension d'équipe, pour moi, elle est vraiment importante au niveau des organisations apprenantes. Et puis il y a le niveau que vous citez aussi d'organisation. Alors je prends l'exemple de Danone que j'évoquais juste avant. Alors c'est peut-être plus vrai pour les grands groupes, mais Danone est un groupe qui était assez décentralisé,
donc en donnant une autonomie assez forte aux filiales qui opéraient dans les différents pays. Et l'impact de cela, ça veut dire que toutes les filiales ou toutes les équipes avaient la capacité d'innover ou d'inventer des pratiques locales qui étaient pertinentes. Et donc, l'organisation Danone au sens large était d'autant plus apprenante que l'on savait faire circuler les bonnes pratiques entre les équipes. En gros, on revient à l'idée de knowledge management que on a évoqué pendant quelques années. Et Danone, et on avait choisi chez Danone de travailler non pas tellement sur la capitalisation, je pourrais y venir si vous voulez, mais plutôt sur le transfert des pratiques entre les différentes entités d'une organisation, entre les différentes équipes d'une organisation assez large. Et donc je trouve qu'il y a aussi cette dimension d'apprentissage, et donc en tant que personne, j'apprends dans mon équipe, en tant qu'équipe, j'apprends d'autres équipes, et donc il y a ce lien entre individu, collectif et organisation. Et si vous me permettez, je rajoute même un quatrième niveau qui est l'écosystème. Oui, clients, fournisseurs, partenaires. Exactement, les clients, les fournisseurs, les partenaires. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui pensent learning au-delà des frontières de l'organisation pour avoir un impact en dehors de l'organisation. Alors, je prends un exemple chez WeCare, par exemple, dans le service à la personne, qui a travaillé pour mettre en œuvre et proposer des ressources d'apprentissage d'abord aux salariés, notamment les intervenants qui interviennent pour permettre les services à la personne dans les différentes familles, foyers, etc. Et qui sont en train d'aller de l'intervenant à sa famille. Et donc d'ouvrir des possibilités d'apprentissage également aux familles. Donc on a ce mouvement, on va dire, de l'entreprise vers l'extérieur. Et puis on a aussi le mouvement de l'extérieur vers l'entreprise. Moi, je suis assez fan des learning expéditions, donc d'aller apprendre de ce que font les autres. Et c'est aussi une façon d'apporter de la connaissance, des savoir-faire, des idées, de l'inspiration, des pratiques, de l'extérieur vers l'intérieur, non seulement de la compétition des clients, des partenaires, mais aussi d'entreprises qui n'ont peut-être rien à voir avec ça dans laquelle on se trouve. Donc effectivement, il y a pour moi ces 4 niveaux d'individu, de collectif en tant qu'équipe, d'organisation et d'écosystème. Alors c'est super intéressant et ce qu'on a l'habitude de dire nous avec les collègues chez nous, c'est que effectivement l'organisation apprenante c'est un organisme vivant avec des liens, avec des flux, avec des connexions et donc des connexions internes, mais aussi et c'est bien que vous puissiez l'évoquer, c'est des connexions externes, c'est-à-dire de l'interne à l'externe et de l'externe vers l'interne qui permettent en fait d'enrichir. Mais vu que vous avez suscité ma curiosité, je voudrais revenir sur le sujet de la capitalisation des connaissances versus la transmission. Ça m'intéresse forcément. Pourquoi, avant que je vous laisse la main, je pense effectivement, et ça c'est un peu ma conviction empirique, que on est au niveau des services formation, learning et développement très focalisé sur la capitalisation, en tout cas sur le savoir, beaucoup plus que sur la transmission. Alors que finalement le savoir, on sait d'une part qu'il est partout en interne et en externe, et qu'en interne on a beaucoup de savoir, mais que l'enjeu, finalement, si on devait en retenir qu'un, sur quoi je mettrais 1 euro, c'est ce que je disais souvent, est-ce que je le mets sur capitaliser le savoir ou le transmettre? Voilà, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ouais, je vous rejoins. En tout cas, c'est le parti que l'on avait pris aussi chez Danone et que je continue à avoir avec l'expérience, de mettre plutôt l'euro sur la transmission plutôt que sur la capitalisation. Pour plusieurs raisons d'après moi. Alors il y a une première raison qui peut être assez spécifique à l'entreprise, qui est la culture de formalisation ou pas. C'était pas trop le cas de Danone, même s'il y avait une capacité effectivement à formaliser un certain nombre de choses, mais le fait de formaliser afin que ça puisse être utilisé n'était pas le point fort. Et on sait que c'est important de s'appuyer sur ces points forts en tant qu'individu ou en tant qu'organisation. Donc il y a une première raison, c'est en quoi est-ce que ça résonne ou pas avec la culture de l'entreprise. Donc ça c'est la première chose, et c'est quand même assez contextualisé. Il y a 2 autres raisons qui me semblent importantes et un peu moins contextualisées. La première chose, c'est comment on disait que les compétences deviennent obsolètes de plus en plus rapidement. Et donc ce qu'on capitalise à un moment donné, peut-être que 2 ans plus tard c'est obsolète, ou 3 ans plus tard c'est obsolète. Et de ce point de vue-là, investir dans la transmission qui est qui est plus immédiate permet d'assurer, si j'ose dire, la durée de vie, ou la durée d'utilisation ou de consommation de la compétence ou de la pratique qui est capitalisée ou qui est proposée. Donc ça, alors c'est vrai dans des entreprises pour lesquelles les compétences techniques évoluent relativement rapidement. Alors dans le digital, par exemple, c'est une évidence. C'est probablement un peu moins vrai
dans des entreprises comme par exemple dans le nucléaire ou dans lequel les technologies, la science a une durée de vie plus longue. Donc la capitalisation est peut-être un peu plus importante, évidemment, dans ce cadre-là. Mais en tout cas, il y a cette notion de durée de vie de la compétence. Et puis il y a un troisième élément qui est important de mon point de vue aussi, qui est la contextualisation. C'est assez rare qu'on puisse faire du copier-coller. Sauf encore une fois dans des process très techniques où on peut évidemment prendre en compte des process techniques qui ont été éprouvés. Mais sinon, quand on parle de 80% de ce qu'on fait dans les organisations, le marketing, les ressources humaines, les achats, etc., c'est assez rare qu'on puisse faire du copier-coller. Donc il y a un besoin de la part des personnes qui reçoivent la transmission, ou qui pourraient se servir en capitalisation, de pouvoir contextualiser dans leur contexte. Et là, pour le coup, si on est sur la transmission, ça permet à la personne qui a envie d'utiliser cette pratique-là, ou l'équipe qui a envie d'utiliser cette pratique-là, d'être en interaction avec celles et ceux qui sont à l'origine de la transmission, comprendre pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui est différent dans le contexte, ou dans les deux contextes, pour pouvoir adapter et transposer dans le contexte de ceux qui reçoivent. Donc chez Danone, on parlait beaucoup de giver et taker. Donc c'est des gens qui donnent et des gens qui prennent pour effectivement transmettre et réutiliser et transposer des pratiques. Ok, ouais, intéressant la notion de recontextualisation, parce qu'effectivement on peut pas reprendre chaque savoir et l'appliquer. Voilà, chaque fois les contextes sont différents, les gens sont différents, les objectifs sont différents, même entre deux équipes qui sont sur le même palier. Donc effectivement c'est intéressant de le noter. Alors on voit aujourd'hui, on va dire différentes, et vous êtes au contact de nombreuses entreprises qui ont à la fois peut-être des niveaux de compréhension et surtout des niveaux de mise en action et de maturité différentes. Quels sont, vous, par votre pratique, les différents niveaux de maturité d'organisation apprenante que vous voyez sur le terrain, et voilà, quels sont un peu les traits marquants de chacun de ces niveaux-là? C'est une question qui est pas très très simple, à vrai dire. Donc je vais vous donner mon point de vue, mais je prends des précautions d'abord parce que je pense que toutes les organisations, on utilise plutôt organisation qu'entreprise, parce que je pense que c'est vrai, quelle que soit la forme bien sûr, de l'organisation, que toutes les organisations sont déjà d'une certaine manière des organisations apprenantes, et que du coup, la question est pas tellement comment devenir une organisation apprenante, mais de mon point de vue, comment progresser comme organisation apprenante. Donc, dans ma pratique, j'aime bien travailler pour aider les organisations à diagnostiquer où on en est effectivement et savoir quel chemin on peut prendre pour progresser. Encore une fois, en fonction des enjeux, du why, du pourquoi, c'est important pour nous. Donc, ayant pris cette précaution, je voudrais quand même partager peut-être 4 niveaux très simplificateurs peut-être, mais ça peut-être vous donnera quelques éléments. Bien sûr. Un premier stade, je trouve, dans lequel on forme en gros finalement sur ce qui est vraiment nécessaire pour être performant dans son job, et notamment sur le réglementaire quand ça existe, ou sur des compétences vraiment incontournables. Ça veut dire que on a une vision de la formation qui est vraiment une vision axée sur la performance. On a aussi des pratiques qui sont plutôt encore des pratiques traditionnelles de formation présentielle, de cours, etc., ou de formation à distance aujourd'hui post-Covid, et où finalement les collaborateurs, on va dire, partent en formation. C'est-à-dire que on leur dit, ben voilà, une formation à laquelle tu devras aller pour te former, parce que c'est obligatoire ou parce que c'est recommandé par rapport à une compétence. Il y a peu de formations formalisées sur le terrain, même si bien sûr les managers sont plutôt souvent des experts et donc transmettent leur expertise à leurs équipes. Donc on a un premier niveau, je dirais un petit peu conformiste, où on se conforme à un niveau d'expertise ou au niveau de performance attendue. Après, je vois des entreprises qui sont passées dans un deuxième stade dans lequel on parle pas seulement d'expertise mais aussi de soft skills. Donc je pense que c'est un stade où on a un équilibre un peu plus fort entre les compétences fonctionnelles techniques et les compétences de leadership management, ou soft skills, ou compétences transversales, comme on dira. Et où on voit la formation avec non seulement pour accompagner la performance aujourd'hui, mais pour assurer une performance un peu durable. Donc on se projette un peu plus
dans le temps. Et ça veut dire qu'on construit des plans de formation qui soient pas seulement pour cette année, mais éventuellement pluriannuels, et qui se basent aussi sur les enjeux de transformation d'entreprise. Donc c'est pas seulement j'ai identifié les besoins des uns et des autres, mais c'est aussi quels sont les besoins collectifs de l'organisation. Et donc du coup, on a des plans de développement au niveau des individus. Donc, on fait des plans de développement et vous avez sûrement déjà entendu ça beaucoup, où on se dit quels sont mes points forts, quels sont mes points d'amélioration et quelle formation je fais pour mes points d'amélioration, qu'ils soient hard skills ou soft skills. Et pour trouver comment développer mes points d'amélioration, je regarde le catalogue formation et puis avec mon manager, je choisis les formations pertinentes ou celles qui me sont recommandées. Donc on est encore sur un catalogue un petit peu formation recommandée. Bon voilà, je caricature un peu, mais non, mais un peu de ça. Je pense que voilà, les gens pourront se reconnaître dans peut-être tout ou partie de chacun de ces stades. Voilà, donc chaque entreprise est un peu tout ou partie. Exactement. Alors après, il y a un troisième stade de mon point de vue dans lequel on voit le learning. J'utilise du coup le mot learning et puis formation pour à la fois travailler la performance et l'engagement. Et donc on sait que un des enjeux d'ailleurs de l'apprentissage, c'est aussi l'engagement des collaborateurs. C'est pas seulement d'avoir les bonnes compétences. Et donc du coup là, comme on travaille sur la performance et l'engagement, c'est-à-dire qu'on commence à voir un équilibre entre les formations recommandées et les formations choisies par les collaborateurs collaboratrices, puisque justement ils nous vont choisir ceux dont ils ont envie, ceux qui les intéressent, etc., en complément de ce qui leur est recommandé. Donc on est un peu plus dans le moyen terme et le long terme aussi. On est donc un peu plus entre performance et engagement. On a une culture de feedback qui commence à être développée et on sent que les managers, finalement, ils commencent à être, évalués ou tout au moins incentivés, non seulement sur leur performance, mais aussi sur leur capacité à développer leur équipe. Voilà, donc ils les aident à faire des plans de développement individuel, on discute éventuellement des impacts de la formation, etc. Donc ça, je dirais que c'est un peu le troisième stade où on trouve beaucoup de grandes entreprises quand même aujourd'hui en France. Et puis je trouve qu'il y a un quatrième stade où on trouve, en tout cas partiellement certaines entreprises, dans lequel on a cette idée en fait de Peter Senge, je pense son idée d'étendre en permanence ses capacités à créer son futur. Et donc du coup, on voit vraiment le learning et l'apprentissage comme un moyen de s'adapter en permanence au changement. Et de se développer comme une entreprise que l'on souhaite dans le futur. Donc du coup, on a une vision dans laquelle l'apprentissage est vraiment multimodal. Donc le learning est vraiment au sens large et multimodal avec les différentes dimensions 70-10, où on aide les collaborateurs collaboratrices à faire des plans de développement non seulement à court terme mais aussi à moyen terme par rapport à qui ils veulent être leur projet professionnel. Donc on a une vision moyen terme beaucoup plus forte. Et on a une intégration surtout, je trouve, de l'apprentissage dans les modes de fonctionnement. Donc par exemple, on a au sein des équipes, je parlais tout à l'heure des équipes comme le maillon fort, on a des rituels d'équipe dans lesquels on peut apprendre, comme des retours d'expérience par exemple, dans lesquels on facilite l'apprentissage en situation de travail. Alors, je parle pas d'AFEST, je parle vraiment du fait que les modes de fonctionnement de l'équipe ou des équipes incluent des dynamiques d'apprentissage. Différemment, l'apprentissage n'est plus l'apanage des équipes learning, elle est aussi intégrée dans le mode de fonctionnement de l'organisation. Ok. Donc voilà un petit peu quatre stades, si je voulais caricaturer, simplifier un petit peu. Simplifier, non, mais c'est la façon de voir. À mon sens et de mon expérience, puisque j'ai quand même la chance d'interagir avec pas mal d'entreprises, effectivement, je ressens bien ce que vous dites et ce dernier stade où on passe finalement du stade 1 où on va maîtriser l'offre de formation à facilitateur des apprentissages. Donc, ça suppose aussi un lâcher prise, ça suppose un certain nombre de choses. Et ma prochaine question, éclairée par ces 4 stades, c'est un peu la question que se pose, et j'étais encore hier avec des responsables formation, avec plusieurs responsables formation. La question qui se pose, c'est aujourd'hui, globalement, le sujet d'organisation prenante commence à être diffusé en termes de prise de conscience au niveau des services formation, learning et développement. On sent qu'il y a des initiatives qui veulent être portées. On sent qu'il y a aussi des freins qui sont les moyens, qui sont le temps, qui sont tout ça. Comment, en fait, on accompagne ces évolutions? Comment on passe d'un stade à l'autre et comment mettre en place ces dynamiques apprenantes et comment, finalement, vous le faites chez Learning Future et c'est quoi les bonnes pratiques que vous constatez chez vos clients? Alors, je peux parler de la pratique que l'on a chez Learning Future, effectivement, puisqu'on en a l'occasion avec quelques exemples.
Pour reprendre l'idée d'approche systémique qu'on évoquait tout à l'heure en parlant de Peter Singer, il me semble que dans mon expérience de Danone et également de mission avec d'autres entreprises depuis dans le conseil et également à travers la littérature, il y a 4 dimensions que je trouve intéressantes à regarder un petit peu à 360 degrés justement en vision systémique pour tenter d'identifier les leviers à potentiel pour progresser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est pour moi de se dire quel est notre niveau de maturité au sens quels sont nos points forts et nos leviers à potentiel pour progresser comme organisation indépendante et quels sont les 2 ou 3 leviers que l'on va activer pour progresser. Donc, si vous voulez, je prends rapidement ces quatre dimensions avec un ou 2 exemples. La première dimension, pour moi, c'est la vision. Je l'évoquais au sujet de la vision d'équipe tout à l'heure. C'est une des disciplines que propose Peter Singer dans son livre sur les organisations prenantes. Un exemple assez fort et assez symbolique aussi de ce point de vue-là, c'est par exemple celui de Microsoft où le président Satya Nadella, quand il a travaillé et engagé la transformation de Microsoft, a eu cette phrase qu'on entend de temps en temps de passer de collaborateurs qui savent tout à des collaborateurs qui apprennent tout. From know-it-alls to learn-it-alls. Et donc c'est le fait de se dire dans la vision que l'apprentissage et le learning est extrêmement important dans la transformation et la performance future de la société. Donc voilà, donc la première dimension c'est vraiment la vision. Est-ce qu'on a des visions que l'on développe dans l'organisation au niveau des équipes, au niveau de l'organisation, mais aussi quelle est la vision que l'on a du learning. En gros, à quoi ça sert l'apprentissage? Est-ce que ça ne sert que à la performance comme j'évoquais dans le stade 1, ou est-ce que ça sert à apprendre à la vitesse du changement comme on a tenté de le réaliser pour Danone. Donc première chose c'est la vision. La deuxième chose c'est la culture. Pas seulement la culture learning mais la culture de l'organisation. Je reprends cet exemple de Microsoft. Un des articles que j'ai lu sur ce sujet montre que un des rituels d'équipe dans les réunions qui sont opérées dans ces sociétés, c'est le fait de dire à la fin de la réunion est-ce que l'on a activé notre grosse mindset dans la réunion là. Le grosse mindset, c'est quelque chose qui a été vraiment publicisé, si j'ose dire, par Satya Nadella, et donc était un des éléments clés sur le développement et la culture learning de Microsoft dans les dernières années. Et donc, ce rituel d'équipe disant à la fin de chaque réunion importante, est-ce qu'on a bien utilisé notre mentalité de croissance, c'est-à-dire notre capacité à être curieux, à apprendre des uns des autres, à se remettre en question, etc. Est-ce qu'on l'a bien utilisé dans notre réunion? Donc ça, c'est un élément de culture, finalement, un rituel. Mm-hmm. Moi, je crois beaucoup au rituel pour créer de la culture, pour justement contribuer à l'organisation prenante. Un autre exemple de culture, c'est effectivement dans quelle mesure la culture de feedback ou de coaching est développée dans l'organisation. On sait qu'on apprend beaucoup des erreurs du feedback positif et constructif, du coaching de son manager. C'est une des, je crois, top 4 modalités d'apprentissage quand on pose la question à des personnes. Donc le fait que cette culture-là de feedback de coaching soit bien intégrée et soit positive, soit utile, soit à valeur ajoutée, va travailler la culture d'apprentissage. Donc deuxième dimension pour moi, c'est la culture. Troisième dimension, c'est évidemment les pratiques learning. On évoquait le 70-20 tout à l'heure, c'est dans quelle mesure les responsables de formation et les responsables learning investissent ce territoire du 70-20 et pas seulement le 10, que ce soit présentiel ou à distance aujourd'hui, formation structurée, mais l'ensemble du territoire 70-20 et notamment le 20. Moi, je crois beaucoup à l'apprentissage entre pairs, le mentoring, le peer coaching, le partage des compétences entre les uns et les autres. Google a une belle pratique depuis longtemps qui s'appelle Googler to Googler où chaque employé est invité et même incité et même aidé à partager une partie de son expérience ou de son expertise aux autres. Et ce qui est assez remarquable dans cet exemple-là, c'est que ça représente près de 70% du plan de formation. Donc c'est ça représente le plan de formation est majoritairement porté par l'apprentissage entre pairs.
Donc cette dimension donc de pratique qui est learning qui est importante. Et puis enfin, la quatrième dimension que j'aime bien regarder, que je citais dans les stades, c'est la dimension organisationnelle et managériale, c'est-à-dire en quoi est-ce que les pratiques organisationnelles de travail intègrent des pratiques d'apprentissage. Donc par exemple, les retours d'expérience, comme je l'évoquais, le fait de dire se remet ensemble et on regarde un projet que l'on a mené dans l'équipe, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on en apprend et surtout qu'est-ce qu'on va faire différent de ce qu'on apprend. Mais il peut y avoir d'autres exemples de pratiques. Par exemple, lorsque l'un de nous, en tant que membre de l'équipe, assiste à une conférence ou part en formation, est-ce qu'on prend du temps dans l'équipe pour avoir un retour de 2 ou 3 leçons d'apprentissage et comment on peut s'insérer dans l'équipe, par exemple. Voilà, donc pour moi, c'est les 4 dimensions qui sont intéressantes à regarder: la vision, la culture, les pratiques d'apprentissage et les modes de fonctionnement, qui permettent ensuite, en fonction de ça, d'identifier quel levier à potentiel on peut utiliser pour progresser. Si je rajoute une dernière chose, je pense pas qu'il faille travailler sur trop de choses à la fois. Less is more, comme disaient les Anglais. Donc, Ouais. je pense que c'est plutôt une question de dire, c'est pas grave si on n'a pas la vision de Satya Nadella systématiquement dans notre PDG, c'est pas grave. On peut y arriver petit à petit, mais c'est par rapport à ces différents ingrédients, quels sont ceux sur lesquels on peut, agir de façon à progresser. Non, c'est super. Non, c'est bien ce que vous dites et c'est très important, il me semble, ce que vous dites effectivement, parce que nous on travaille aussi sur ces sujets avec 6 dimensions et qui se recoupent. Et là, le cadran que vous proposez, voilà, déjà ça permet à chacun de se dire, voilà, sur les 4, de manière rien qu'empirique, comment je me situe, et notamment ce cadran de la vision qui est finalement qui n'incombe pas qu'aux responsables et qu'aux équipes learning et développement, qui est souvent un peu une espèce de plafond de verre qu'il faut aller casser. Et ce que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est ok, on a aujourd'hui par exemple un CODIR, une gouvernance générale qui n'a pas encore la croyance que nous on a. À nous finalement de montrer par d'autres items sur le terrain, sur la partie culturelle, sur la partie learning, que ça fonctionne et que ça produit des choses, afin d'arriver ensuite à les convaincre et qu'ils deviennent finalement les avocats finalement de l'organisation apprenante. C'est ça l'idée. Et je trouve intéressant finalement voilà d'aussi de faire passer ce message en disant aux gens du métier, vous pouvez y arriver pas à pas, sans aller ouvrir tous les chantiers, parce qu'effectivement c'est la meilleure façon de se planter et surtout d'échouer avant même d'avoir démarré. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de cadran. En fait, j'appelle dans mon approche, pour le rappeler, la boussole, avec les 4 axes directionnels. Je le redis parce que pour moi, c'est assez symbolique du fait de dire de trouver le bon chemin pour nous en tant qu'organisation. Je pense que les chemins sont différents pour toutes les organisations et cette idée d'approche sur les 4 dimensions permet d'avoir, en tout cas dans l'intention, une boussole pour les directions learning, par exemple, de façon à se dire, voilà, comment je vais m'orienter, sur quel chemin je vais m'orienter pour progresser. Ok, ouais, non, c'est très effectivement, et c'est bien aussi de faciliter dans l'esprit des gens avec voilà, à la fois une boussole, ça permet aussi aux gens de se représenter plus facilement les choses. Thierry, pour finir, j'aimerais qu'on puisse un peu non pas faire de la prospective, mais plutôt que vous me donniez un peu votre intime conviction sur les chantiers que vous voyez prioritaires. Et en fait, en se disant, voilà, qu'est-ce qui doit se passer pour que les organisations accélèrent leur dynamique apprenante. On sait que toutes les organisations sont apprenantes, sinon elles seraient mortes, je suis bien d'accord avec vous, mais qu'est-ce qui doit se passer dans les mois et années à venir pour que des organisations qui sont voilà, plus petites, des ETI, des grands groupes, accélèrent leur dynamique apprenante? Alors c'est une question à laquelle probablement chaque organisation pourrait répondre différemment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut dépendre du contexte évidemment. Toutefois, je fais peut-être 3 suggestions par rapport à ce que je vois assez régulièrement. La première, c'est pour les responsables learning, c'est vraiment d'expérimenter de nouvelles façons d'apprendre pour investir le territoire 70-20-10. Je trouve qu'on est parfois un peu frileux dans l'expérimentation. Expérimenter, test and learn, c'est aussi une des façons d'apprendre.
évidemment. Et d'ailleurs, je dois dire que souvent, on voit une corrélation, enfin, je vois une corrélation entre le niveau de maturité de l'organisation en tant qu'organisation apprenante et le niveau de maturité d'équipe apprenante de l'équipe learning. Et donc, je trouve que c'est intéressant, important au sein de l'équipe learning ou RH de se dire qu'est-ce qu'on peut expérimenter pour investir un peu plus largement le territoire 70-20-10. Donc, ce serait une première suggestion. La deuxième suggestion que je ferais, c'est notamment de travailler le rôle des managers et l'apprentissage en équipe constituée. Je l'évoquais, je le répète, pour moi, c'est l'équipe, c'est vraiment le maillon fort de l'organisation apprenante. Et ce que l'on peut, la façon dont on peut aider les managers à passer d'un rôle où j'atteins des résultats à un rôle où j'aide mon équipe à atteindre des résultats, peut passer par qu'est-ce que l'on crée comme modalité rituelle de travail qui permettent à l'équipe de progresser et d'apprendre en travaillant. Et je trouve que le motto dans lequel je souhaite et j'espère que de plus en plus d'équipes iront, c'est apprendre, c'est travailler. Travailler, c'est apprendre. Et lorsqu'on fera plus la distinction, on dira plus je vais me former en partant en formation, mais j'apprends en travaillant en équipe. Je pense qu'on aura, voilà, on sera au niveau 4 que j'évoquais tout à l'heure. Donc cette deuxième suggestion de travailler le rôle du manager, enfin, et éduquer et outiller le manager pour les aider à renforcer la performance de leur équipe par des dynamiques d'apprentissage. Donc ça, c'est la deuxième chose. Puis peut-être le troisième élément, c'est travailler les indicateurs. Parce qu'on sait quelquefois on gère bien ce qu'on mesure. Et si on ne mesure que des jours ou des heures de formation, ben on va resserrer sur la partie de formation ou d'apprentissage qui est mesurable. Exactement, ou sur un petit peu plus que le 10% parfois. Voilà, et donc c'est une question de dire comment on peut travailler les indicateurs de mesure de l'organisation d'apprentissage, la culture d'apprentissage, par exemple, de façon à travailler l'impact globalement de l'apprentissage et du learning dans l'organisation, et pas seulement, je dis pas que c'est pas important, mais pas seulement l'impact des programmes de formation. Ok, super clair, et je pense que c'est voilà, c'est les key takeaways comme on dit en anglais, mais c'est vraiment bien de finir sur ça parce que je trouve que voilà, il y a vous apportez cette lecture du passer de l'individuel au collectif, ça me paraît très très intéressant. Le sujet des KPI, il est vraiment intéressant parce que ça nous permet sur les indicateurs finalement de se dire est-ce qu'on est sur les bons indicateurs, est-ce qu'il ne faut pas qu'on crée de nouveaux indicateurs, est-ce que voilà, et je pense que ça c'est très important dans cette posture de learning. On peut pas, il y a des choses qui nous échappent, mais on peut mettre des indicateurs qui nous permettent de voir globalement si la culture de l'apprentissage, si les pratiques d'apprentissage se diffusent bien en interne, et ça me paraît être quand même des éléments qui sont intéressants. Et puis le dernier, vous l'avez cité en premier, mais finalement être son propre laboratoire, et ça me paraît être fondamental si on veut pour reprendre une sémantique de prosélytisme, c'est si on veut prêcher la bonne parole à son organisation, autant soi-même être totalement à la fois convaincu et à la fois avoir expérimenté les choses. Donc ça me paraît être fondamental, et je pense que c'est des pratiques qui, pour le coup, dans ce que vous dites, sont alors je dis pas qu'elles sont faciles, hein, je dis pas que toutes sont faciles, mais dans les trois que vous nous donnez, il y a quand même des choses qui sont qui ont eu, enfin en tout cas qui ont une, je pense que les services ont une capacité à les mettre en œuvre assez rapidement et sans forcément avoir besoin de moyens complémentaires. Encore une fois, on est dans une histoire d'état d'esprit, d'évolution de la posture. Donc Thierry, merci pour tout ça, parce que vraiment je pense que voilà, votre lecture, votre expérience des organisations et de comment vous les accompagnez, la vision que vous apportez avec Learning Future, je pense que ça va être très utile aussi pour que les gens puissent voir, en tout cas, s'auto-diagnostiquer où ils en sont, pour qu'ils puissent aller prendre un certain nombre d'éléments à aller capturer pour qu'ils puissent l'intégrer
dans leur contexte. Hein. On parle bien de contexte et comment je peux l'intégrer dans mon contexte et l'adapter. Mais en tout cas, je pense que ça sera très utile aux auditeurs d'avoir eu votre témoignage. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup Cyril, c'était un plaisir d'échanger avec vous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.